Donc ce matin, avancer un petit peu dans la prisha, donc dans ces calculs de date de prévention. Alors je rappelle brièvement ce qu'on a vu la dernière fois. On parlera d'autres sujets aussi encore ce matin dans les limites du temps. Donc ce qu'on a vu la dernière fois, c'est d'abord la bracha de la Gemara. On a vu que la Gemara nous donne une bracha. Toute personne, tout couple qui respecte ces dates de prévention aura droit à des garçons, et des garçons réussis, dans le sens le plus fort du terme. Donc ce sera des banim ruim le hora'a, donc des enfants qui seront aptes de devenir des grands décisionnaires, donc lorsqu'on respecte ces dates de prévention. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas facile, ça veut dire, s'il y a une bracha, c'est que c'est pas tellement facile à réaliser. Enfin, il y a d'autres raisons pour lesquelles il y a une bracha, mais il faut savoir que c'est pas facile à réaliser. Donc, ce qu'on a commencé la dernière fois, c'est la première partie. Merci, c'est pas nécessaire. Oui. C'est déjà le deuxième, c'est gentil. Voilà. Donc, on a vu donc le principe de la Onna. On a vu que il faut se séparer de son épouse à une date de prévention. C'est-à-dire qu'avant que les règles soient arrivées, il y a un interdit d'avoir des rapports, et il est conseillé, fortement conseillé, mais c'est une khumra, de pas s'embrasser, de pas s'enlacer, de pas dormir dans le même lit, pendant la Ona, le moment de la séparation de prévention. Donc, encore une fois, les rapports sont interdits, les contacts physiques affectueux comme s'embrasser, s'enlacer, sont fortement déconseillés, même chose, dormir dans le même lit, mais ce n'est pas un interdit. Combien de temps? Donc la Ona, c'est soit une journée, soit une nuit. Tout dépend quand la femme a eu ses règles le mois précédent. Si c'était le jour, la Ona sera le jour. Si c'était la nuit, la Ona sera la nuit. Donc, une Ona, c'est donc 12 heures, le jour commençant au lever du soleil et se termine au coucher du soleil. Donc la nuit commence au coucher du soleil et se termine au lever du soleil. Et ça prête souvent à erreur, parce qu'une femme qui regarde par la fenêtre quelques minutes après le coucher du soleil, et elle se dit, mais il fait encore jour, elle va inscrire dans son petit calendrier qu'elle a vu le jour, qu'en fait elle a déjà vu la nuit, c'était déjà la nuit. Autre détail très important, on n'inscrit pas, et c'est un détail qui prête à confusion. Donc je répète ce qu'on a vu la semaine dernière, on n'inscrit pas dans le calendrier de prévention la date de tâche. Donc on a déjà parlé de tâches ce matin, donc une tâche qui rend la femme nida n'est pas à tenir compte dans le calendrier de la prévention. Dans le calendrier de la prévention, on tient compte du début effectif des règles. Donc même si une femme est devenue nida avec une tâche, elle inscrira dans son calendrier seulement le début effectif des règles. Voilà. Je tiens à préciser que ce qu'on est en train de voir en ce qui concerne ces lois de prévention, je suis désolé de le dire, mais je dis quand même, je suis en train de l'escamoter. Je suis en train d'escamoter une partie de ces halachot. Jusqu'à présent, on a fait le minimum, lorsqu'on a traité les différents sujets de Nida. Ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est même pas le minimum. C'est, disons, le strict minimum. C'est vraiment le BAB. C'est un sujet qui est complexe, qui demande beaucoup plus d'études que ce qu'on va faire. Je veux pas trop insister parce que j'ai peur qu'en insistant trop, ça va repousser trop de monde. Mais il faut savoir que c'est vraiment le premier niveau. Et donc, quelqu'un qui fait les choses comme il faut, il doit plus s'approfondir dans ses halachot. À titre d'exemple, pour l'anecdote, lorsque je rentre à Bnei Brak le vendredi matin, je vais moi-même assister à un cours de Nida. Donc ça fait partie de la formation continue, donné par un de mes maîtres, Rabbi Moshe Shaul Klein. Rabbi Moshe Shaul Klein, c'est quelqu'un donc ça fait 30 ans qu'il étudie Nida, plus ou moins même nombre d'années qu'il l'enseigne, plus ou moins. Ce cours est destiné à des rabbanim, donc des gens qui connaissent Nida théoriquement à la perfection, des gens qui étudient depuis des années Nida de manière approfondie, parce qu'on arrête Nida, c'est quelque chose qu'on étudie, on étudie ça des années, donc on étudie ça dans un collège d'abord, mais ensuite on continue une formation, il faut continuer sans arrêt étudier Nida, on s'arrête pas d'étudier Nida. Donc presque tous les rabbanim ont des chavutot pour continuer à étudier Nida. Donc c'est un cours de très très haut niveau. Rav Klein, c'est
je vais pas dire que c'est numéro 1 mondial parce que j'ai jamais examiné les plus grands rabbinim et jamais je le ferai, mais c'est un des plus grands spécialistes mondiaux de Nida. C'est quelqu'un qui connaît Nida. Dire qu'il connaît Nida à la perfection, c'est une insulte. Donc, pour comprendre, c'est très difficile à décrire sa connaissance de Nida. Alors, donc ça fait 1 an et demi à peu près, une fois par semaine, pendant 1h15, 1h30. Donc, un groupe de rabbinim, on a un cours avec Rav Klein sur ce sujet. Et on n'a pas terminé. Et on est loin, on est très très loin d'avoir terminé. Donc, pour vous faire comprendre que ce sujet est un sujet complexe. Donc, même au niveau de l'application pratique, ce qu'on est en train d'étudier ensemble, ça demande, si on veut faire les choses comme il faut, ça demande beaucoup plus d'heures de cours. Seulement, encore une fois, je veux pas que ce soit trop dur à digérer, donc c'est pour ça que je restreins et j'essaye vraiment d'enseigner le minimum. C'est un sujet qui est complexe, hein, je le cache pas. Au niveau de l'étude, ceux qui veulent étudier Nida, c'est un sujet qui est magnifique. Au niveau de la beauté, de la compréhension du pilpoul, de la doute, de la compréhension profonde, c'est un sujet qui est extraordinaire. Mais dans un cours comme ça, dans un abrégé, on peut pas rentrer dans la beauté des développements, c'est pas possible. Voilà. Encore un détail, je l'ai déjà dit, je le répète. Lorsque un couple fait tchouva, il peut pas d'un coup prendre sur lui toute la Torah. Ça se fait progressivement. C'est vrai aussi pour Nida, et je l'ai déjà dit, et je le répète, lorsqu'on enseigne Nida, lorsque on a affaire à quelqu'un qui est en train de faire tchouva, on peut pas lui enseigner tout en une fois. Alors ce sujet qu'on est en train de voir, donc encore une fois, c'est beaucoup de halachot qui sont noirs sur blanc dans Shulchan Arour, c'est pas des chumrot, c'est une halakha qui oblige tout un chacun. Mais lorsque on fait tchouva, on peut pas tout prendre sur soi d'un coup. Il faut viser, espérer, prier, demander à Dieu qu'on arrive à faire toute la Torah, mais le faire progressivement. Donc il faut pas, lorsque quelqu'un n'est pas encore assez avancé dans cette mitzvah, il faut pas lui enseigner ces halachot. Ces halachot sont réservés à des gens qui font déjà le reste. Donc enseigner les calculs de prévention à une femme qui ne fait pas encore ses bdikot, c'est une aberration. C'est une aberration qui est dangereuse, parce qu'elle risque de rien faire du tout. Donc les bdikot, attendre les 5 et 7, ça passe 100 000 fois avant les calculs de prévention. Donc, alors ça fait partie de la halakha, c'est pour ça que je l'enseigne, mais encore une fois avec une priorité pour le reste des halakhot. Donc ce matin on va avancer donc dans ces halakhot. On va aussi vers la fin du cours parler de contraception. On va aussi parler un peu de vie intime. Donc dans un premier temps, donc on va voir ces dates de prévention. Il y a en fait vraiment de manière très très caricaturale, grosso modo, 3 moments de prévention. Oui. Si la femme a vu une fois le jour, elle représente la nuit, au niveau de la ONA, c'est toujours la nuit ou le jour ou... Ça c'est déjà de la haute voltige. Je suis prêt à vous répondre hors antenne, mais si vous voulez, je veux pas, les questions qui sont trop pointues, et j'ai peur que on va se retrouver en dialogue et oui. Et puis il faut aller un peu plus fort, s'il vous plaît. On avait dit quand une femme est au travail par exemple, elle va se vérifier que le soir, donc elle ne sait pas si c'est le jour ou la nuit ou qu'elle ne sent pas si elle a ses premières tâches. Oui. À quel moment elle... C'est lorsqu'elle voit qu'elle a eu ses règles. Donc je vous donne un exemple. Une femme se réveille le matin. Ce matin, le lever du soleil, c'était à 7h moins 12 à peu près. Elle se lève à 7h. Et elle voit que elle a eu ses règles. Bon, il y a une possibilité logique qu'elle les ait eues avant le lever du soleil. Malgré tout, comme elle découvre ses règles à 7h, elle inscrira jour. Dans certains cas, d'après certains rabbanim, si à 7h elle voit qu'il y a une très grande quantité de sang, la réponse sera différente. Mais si vous le principe de base, c'est lorsqu'elle découvre qu'elle a eu ses règles. Vous avez dit pour le jour et la nuit, c'est le seul cas où on comptait... Pour le 30e jour, on va expliquer ces données aujourd'hui. Le début du jour, c'est le lever du soleil ou... Oui, c'est le lever du soleil, et pas l'aube, pas l'aurore.
Alot HaShachar. Voilà. Donc c'est le Netz HaChama par Alot HaShachar. Et donc, quelles sont les 3 dates qui obligent toute femme qui n'a pas un cycle régulier? Alors, je ne rentrerai pas dans le développement du cycle régulier parce que c'est quelque chose de rare. Donc, le cycle régulier, c'est une femme qui a 3 fois de suite vu à la même date du calendrier hébraïque. Donc 3 fois de suite, elle a vu, je vous donne un exemple sur le tableau. Le chet, oui, le chet, le 8, elle a vu ses règles. Le mois d'après, de nouveau, le 8, elle a eu ses règles. Et une 3e fois de suite, elle a eu ses règles, le 8. Cette femme a un cycle régulier parce que 3 fois de suite, elle a vu à la même date du mois hébraïque, le jour. Donc, si une fois c'était la nuit, c'est pas un cycle régulier. Même possibilité, si elle a vu 3 fois de suite. Vous voyez ici, elle a vu 28, on va cacher le 27, et une 3e fois 28. Donc 3 fois de suite, elle a eu avec le même intervalle. On parle en quelques instants du même intervalle, elle a un cycle régulier. Alors c'est relativement peu fréquent, disons c'est même peu fréquent, donc je ne vais pas rentrer dans les règles qui s'appliquent à une femme qui a un cycle régulier. Si jamais c'est le cas, vous poserez la question à un rave, pour ça comment ça se gère. Donc on va parler du cas d'une femme qui n'a pas de cycle régulier. Une femme qui n'a pas de cycle régulier, elle a en fait 3 dates de plus ou moins de prévention respectées. Ces dates pouvant se chevaucher. Elles peuvent donc tomber le même jour. Le jour dans le mois, mais c'est pas le même intervalle parce que c'est moins. Oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire que c'est deux. Il y a ici, si vous voulez, on va répondre dans quelques minutes à votre question. Donc on va avec ce qu'on va expliquer. J'espère que j'aurai répondu à votre question. Si jamais j'ai pas répondu, vous reposerez la question après. Donc il y a 3 dates à tenir compte. La première date, donc celle qui est la plus difficile à comprendre de manière profonde, c'est le concept du mois hébraïque, la date du mois hébraïque. Donc si vous voulez, ça veut dire qu'en fait, la lune, le cycle lunaire, a une influence sur le corps féminin et peut donc servir de déclencheur des règles. Donc si donc une femme a eu ses règles, je prends un autre exemple. Elle a eu ses règles le 22 Nissan. Le mois d'après, la date de prévention concernant le mois juif sera le 22. Donc en fonction de la date du mois hébraïque, elle devra, en fonction de la date du mois hébraïque, elle devra se séparer le même jour du calendrier. Donc 22. Donc c'est rien avec le calendrier laïque, c'est fonction du calendrier hébraïque. Donc ça c'est la première règle, la date du mois hébraïque. 12 heures de séparation. Bon. Est-ce que pour l'instant c'est clair? Oui. Maintenant, il y a une autre règle qui est la règle de l'intervalle. Vous voyez, intervalle entre les règles, en hébreu ça s'appelle aflaga. Si une femme a eu ses règles une première fois, le Aleph Nissan, le premier du mois de Nissan, et la deuxième fois, elle a eu ses règles le 28 Nissan, le Chafret Nissan. Donc, Aleph Chafret. Comment est-ce qu'elle va procéder, cette femme? Elle a donc vu le premier du mois de Nissan, elle va devoir compter l'intervalle entre les 2 dernières fois où elle a eu ses règles. Donc, le mois précédent, elle a eu ses règles le premier, le mois d'après, elle a eu ses règles le 28. Donc, elle va compter le nombre de jours. Maintenant, lorsqu'on compte le nombre de jours, c'est TTC, tout compris. Le jour où elle a eu ses règles, la première fois, rentre dans le compte, ainsi que la deuxième fois où elle a eu ses règles, rentre dans le compte de nouveau. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc elle va écrire sur son calendrier qu'elle a eu ses règles le 28e jour. Moralité, elle devra se séparer de son mari après un nouvel intervalle de 28. Donc elle devra recompter 28. Et le 28e jour, elle devra se séparer de son mari. Pourquoi? Parce que si elle a eu ses règles après 28 jours, il y a donc une probabilité
qu'elle ait ses règles de nouveau avec le même intervalle. Je vais expliquer un instant, s'il vous plaît. Je vais expliquer cette probabilité. Si vous voulez, la cavité utérine, il y a une muqueuse. Cette muqueuse s'épaissit. C'est un peu, si vous voulez, comme un réservoir. Il se remplit et il y a un moment où il y a un trop plein et il se déborde. Donc, de manière vraiment très très caricaturale. Donc, il y a un système de remplissage et lorsqu'on arrive à un certain seuil, ça déborde. C'est un peu vraiment, de manière très très schématique, le même système. Donc, il y a la muqueuse utérine qui s'épaissit jusqu'à un certain niveau et il y a un moment où elle s'effrite, ça commence à couler. Donc, il y a un système, si vous voulez, qui est basé sur une unité de temps, d'intervalle. Entre deux règles, entre deux cycles menstruels, il y a un certain nombre de jours qui passent. Donc, si cette femme a eu auparavant ses règles au bout d'un certain nombre de jours, il y a une présomption qu'elle aura de nouveau ses règles avec le même intervalle de jours. Donc, si cette femme a eu ses règles au bout de 28 jours, il y a une probabilité qu'elle ait ses règles de nouveau au bout de 28 jours. Alors, comment est-ce qu'on recalcule? Est-ce que pour l'instant ça va? Alors, comment est-ce qu'on calcule ces 28 jours? C'est très simple. Elle prend la date d'arrivée des règles, donc elle recompte. Si vous voulez, le 28 ici, enfin le Chafret, le 28 Nissan sera à la fois la date d'arrivée des règles, mais sera aussi le point de départ du calcul du prochain intervalle présumé. Donc, ça sera numéro 28 et numéro 1 aussi. Alors, comptez 1, 2, 3, etc. à partir du 28. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, le Chafé, le 25 du mois hébraïque, elle devra se séparer de son mari. Donc ça, c'est la règle de l'intervalle. Alors, si vous voulez, le principe étant que la date des règles est à la fois le terminus et le point de départ. On compte cette date 2 fois. Là aussi, très bonne question. Réponse, si c'était le jour. Donc, il y a 2 unités. Il y a le nombre de jours, l'unité numérique. Donc, on compte 28. Et si elle a eu ses règles le jour, ce sera le jour. Si elle a eu ses règles, la nuit, ce sera la nuit. Donc, ça ne prend pas à manger si ça s'est passé à la limite du jour et de la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, elle a découvert après, donc si c'est la fin matinale, elle a découvert quand la nuit est déjà tombée, alors que peut-être elle les a vus devant. Donc la séparation a lieu trop tard. Bon, je vais répondre indirectement à votre question. Je l'ai mentionné la dernière fois, je le répète, il y a une khumra, c'est une khumra, de rajouter 12 heures de prévention super préventive, si vous voulez. Ça s'appelle Onat Ozarua. Donc, pour prévenir ça, le Ben Israël dit qu'aujourd'hui, comme à l'époque du temps de la Gemara, toutes les femmes avaient plus ou moins un cycle régulier. Le corps était réglé comme une horloge suisse, ça marchait à la minute. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. Et donc, le Ben Israël dit que si jamais les règles doivent arriver le lendemain matin, le fait d'avoir un rapport peut accélérer le processus de déclenchement des règles. C'est marqué déjà dans les Rishonim. Donc, le Ben Israël, il conseille de séparer 12 heures de plus. C'est une khumra. C'est pour ça que je ne l'enseigne pas systématiquement. C'est pour répondre à votre question. Au niveau de la halakha stricte, donc, on ne peut pas forcer à quelqu'un de faire plus que ce qui est obligatoire. Donc, c'est seulement le moment où vraiment les règles sont déclenchées. Vous avez raison. C'est vrai. Ça peut, il y a un risque que les règles aient un peu d'avance. Et donc, c'est un peu dangereux, mais c'est pas strictement obligatoire. La question est, on ne doit pas compter des demi-jours. Bon, c'est une très bonne question. Là, ça fait partie de. Il faut rentrer dans l'approfondissement. Je peux pas répondre à cette question. Donc, c'est un Oda Biuda. La question que vous posez, c'est une très bonne question, mais vraiment, je reste au minimum. Voilà. Est-ce que pour l'instant, c'est clair? Donc, pour l'instant, on a vu qu'il y a 2 dates de séparation. Donc, en fonction du mois hébraïque. Donc, le cas de cette femme qui a eu ses règles, le Chafret, elle devra séparer le Chafret du mois prochain, parce que c'est la date du mois hébraïque, et l'intervalle de 28.
rapport à la question, c'est 28 jours, par rapport à la question, c'est 28 unités jours ou 28 nuits, c'est ça? C'est 28 fois 24 heures. Pardon? 28 fois 24 heures. C'est 28 jours. Donc 28 jours, elle compte 28 jours. C'est pas vraiment 28 fois 24 heures, parce que parfois ça marche pas. Elle compte 28 jours, donc au niveau du calendrier, de case de calendrier. Et si c'est arrivé, le mois dernier c'est arrivé, la dernière fois c'est arrivé 2 nuits, et le coup se sépare à 2 nuits, si ça arrive 2 jours, donc on va se séparer à 2 jours. Voilà. Le troisième règle, c'est la règle de la Ona Benonite. Ona Benonite, c'est pas de la Kabbalah, hein, ça veut dire que c'est plus ou moins une période moyenne pour une femme qui n'a pas de cycle régulier. Toute femme qui n'a pas de cycle régulier, comme ça varie chez elle, chaque mois c'est pas la même chose, Chazal a institué que le couple séparé à un moment précis, qui correspond, si vous voulez, à la moyenne de ce que les femmes voient. La moyenne, encore une fois, c'est pas quelque chose de très précis, c'est pas quelque chose c'est schématique. Et donc cette moyenne, c'est 30 jours. Le 30e jour, le couple devra se séparer. Donc, à partir du moment de l'arrivée des règles, peu importe si le jour ou la nuit, on doit se séparer le 30e jour. Et là, il faut se séparer 24 heures. Lorsqu'il s'agit de la date du mois juif, ou l'intervalle, il faut se séparer 12 heures, là, il faut se séparer 24 heures. Donc, le 30e jour après l'arrivée des règles, on se sépare pendant 24 heures, on n'a pas de rapport. Et là aussi, il faut faire, comme on a vu la dernière fois, une bdika, une vérification, au moins une vérification, pendant la Ona. Donc, le 30e jour, alors comment est-ce qu'on le calcule? Sur le même principe que l'intervalle. C'est-à-dire, je prends la dernière date des règles, c'était le 28, et je compte à partir du 28e jour. Le 28e jour, de nouveau, c'est le premier jour du compte, c'est 1, 2, 3. Alors on sait déjà que ça c'est le 28e jour, donc on arrive 27, 28, 29, 30. Donc le Chav Zayin, le 27, sera la date de prévention, donc de la Ona Benonite. Donc c'est et là il faut se séparer pendant 24 heures. C'est-à-dire qu'il faudra se séparer aussi le soir d'avant, la nuit d'avant, ne pas avoir de rapport la nuit d'avant. Donc voilà, donc cette femme aura 3 dates de prévention. L'intervalle, 28, la Ona Benonite, le 30e jour, et la date du mois hébraïque. Pourquoi le 29e, si c'est le 30e? Non, c'est le 30e. Mais la veille, c'est le 29e. Non. Non, très bonne question, mais le jour, chez nous, la date commence à la tombée de la nuit. Donc, le 30e jour commence au coucher du soleil, Chavzaïn, le 27. Mais le 27, il commence quand? Il commence à minuit, à 7h du matin, ou à 5h du soir. Il commence à 5h du soir, au coucher du soleil. C'est pour ça que c'est le Chavzaïn. Ici, c'est le soir d'avant, c'est Chavzaïn déjà. Le 27, ça commence au coucher du soleil. C'est pareil pour la première? Non. Pour l'intervalle et pour la date du mois hébraïque, c'est 12 heures. Plus ou moins 12 heures. En été, la nuit sera beaucoup plus courte. Donc, mais grosso modo 12 heures. Voilà. Est-ce que pour l'instant c'est plus ou moins clair? Voilà. Bon, donc on va pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans ce sujet. Donc la semaine prochaine il y aura un cours encore. Ce sera le dernier cours sur cette série, et je parlerai de ce qui est beaucoup plus fréquent chez beaucoup de femmes. C'est les femmes qui ont un cycle non pas basé sur un calendrier, mais les femmes qui ont un cycle basé sur un signe corporel annonciateur de l'arrivée des règles. Donc il y a beaucoup de femmes qui, à l'approche des règles, ont au niveau physiologique une perception, une sensation. Ça peut être un bouton qui pousse sur la joue droite 2 heures avant l'arrivée des règles. Il y a plusieurs femmes qui posent des questions, qui m'ont dit elles ont ce symptôme systématiquement chaque mois. Elles savent exactement quand elles vont avoir leurs règles, parce que 2 heures avant que les règles arrivent, il y a un bouton qui pousse sur la joue droite. Ça peut être les jambes lourdes, ça peut être un mal de tête. Donc on verra ce système la semaine prochaine. Donc c'est quelque chose qui est assez fréquent. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont même un cycle régulier basé donc sur un signe
corporel, annonciateur des règles. Alors j'aimerais parler, toujours dans le même registre, des femmes qui ont un cycle artificiel. Donc les femmes qui prennent la pilule, comment est-ce qu'elles gèrent ce tableau de prévention? Donc une femme qui prend la pilule, donc la pilule, si vous voulez, il y a aujourd'hui au niveau des pilules, il y a plus ou moins 2 sortes de pilules. Il y a les pilules classiques, conventionnelles, qui comprennent deux hormones, donc la progestérone et les œstrogènes. La femme prend ça pendant 21 jours, théoriquement, une plaquette dure 21 jours, et elle arrête, et les règles arrivent. Et il y a des pilules qui sont d'habitude basées seulement avec qui comprennent seulement de la progestérone, qu'on prend en continu. En Israël, c'est le Femulène qui est en voie de disparition. En France, c'est, je crois, le Cerazette et le Microval. Donc ça se prend en continu. Donc tant que la femme prend ses comprimés, elle n'a pas de règles, d'habitude. Il y a des femmes qui, avec la pilule donc basée sur la progestérone, elles ont leurs règles malgré tout. Donc, mais la plupart des femmes, donc des pilules qu'on donne en période d'allaitement, donc comme en période d'allaitement, lorsqu'il s'agit d'un garçon, les médecins ont un peu peur des retombées sur des œstrogènes, donc sur la croissance, enfin à long terme pour le garçon. Donc on donne des pilules qui sont basées seulement sur de la progestérone. Et d'habitude ça se prend en continu, et d'habitude les femmes n'ont pas leurs règles avec ce genre de pilules. Il faut savoir que ces pilules sont problématiques parce qu'elles font saigner. 20 à 30% des femmes qui prennent ce genre de pilules, elles saignent, et bien entendu ce saignement rend la femme d'Ida. On a déjà vu ça lors d'un des cours précédents. Alors, comment se gère le calcul de prévention pour une femme qui prend la pilule? Alors, en fait, le premier mois de prise de la pilule, elle sait pas encore elle connaît pas encore les retombées de la pilule sur son corps. Donc, si vous voulez, elle sait pas au bout de combien de temps les règles vont arriver, parce que chaque femme c'est un peu différent. Donc, le premier mois, 24 heures après la prise du dernier cachet, il faut plus avoir de rapport. Parce que les règles peuvent arriver à n'importe quel moment. Si vous voulez, chaque cachet a un effet qui dure à peu près 24 heures. Au bout de 24 heures, la femme n'est plus protégée, donc les règles peuvent arriver à n'importe quel moment. Donc elle va voir une fois, 2 fois, 3 fois, 3 mois de suite, plus ou moins, dans quelle fourchette les règles arrivent. Ces règles arrivent au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, au bout de 4 jours, au bout de 5 jours. Donc, et elle saura, il y a des femmes qui voient systématiquement au bout de 5 jours. Donc elle sait que 5 jours après la prise du dernier cachet, elle va avoir ses règles. Donc, dans un tel cas, elle sera permise 4 jours après le dernier cachet. Le 5e jour, il faut faire attention, pas avoir de rapport. On va se séparer totalement, mais pas avoir de rapport. Pourquoi? De nouveau, parce que le corps féminin aujourd'hui n'est pas une horloge suisse. Il peut avoir les règles peuvent arriver un peu trop tôt. Donc, en fonction de son calendrier propre, c'est-à-dire qu'elle sait que plus ou moins après la dernière pilule, quand les règles arrivent, et donc en fonction de ça, il faudra se séparer 24 heures avant la date présumée d'arrivée des règles. Ça c'est donc pour une femme qui prend la pilule. Bon, très bonne question. Elle utilisera peu ce tableau. Concrètement, je vais vous dire ce qui se passe. Une femme qui prend la pilule en continu, qui prend en continu, bon, elle n'a pas de date vraiment. Donc, une femme qui prend une plaquette, d'habitude, avec une plaquette, la femme a ses règles au bout de 28 jours, d'habitude. Donc, en fonction de ce que j'ai dit maintenant, elle saura quand se séparer. Qu'est-ce qui se passe si une femme continue une deuxième plaquette? Vous savez que je pousse à la consommation de la pilule lorsque le mari fait des voyages d'affaires et qu'il risque d'arriver 1 ou 2 jours après l'arrivée des règles. Je vous ai conseillé de continuer une deuxième plaquette. Parce que c'est dommage, lorsque Marie revient de voyage d'affaires, ou que vous devez partir en vacances, c'est dommage d'être en NIDA. Donc on essaye de tout faire pour que, en période de vacances, il n'y ait pas de statut NIDA. Donc on peut continuer une deuxième plaquette. Je suis pas médecin. Je sais que certains médecins n'aiment pas tellement ça. J'ai vérifié en France auprès d'un numéro 1 français de la contraception. Il m'a fait comprendre que c'était anodin. Donc de continuer une deuxième plaquette, ça pose une femme en bonne santé, ça ne devrait pas poser de problème. Donc si une femme continue une deuxième plaquette, soit parce que le mari doit venir de voyage d'affaires, il veut partir en vacances, ou pour d'autres raisons,
tant qu'elle continue à prendre sa pilule, théoriquement, elle est couverte. Malgré tout, la Ona Benonit, le 30e jour, il faut faire attention. Donc, 30e jour, on va se séparer parce que c'est une règle qui est très forte. Mais en dehors du 30e jour, le couple est permis. Qu'est-ce qui se passe si une femme a oublié sa pilule? On a déjà vu, never, jamais. Il faut jamais oublier sa pilule parce que lorsqu'on a du retard dans la prise de la pilule, ça peut provoquer un saignement. Là, donc, si c'est un retard d'une demi-heure, c'est pas grave. Mais si elle a oublié pendant pas mal de temps, pendant une demi-journée ou encore plus une journée, bon, il faut savoir que les pilules étant faiblement dosées, donc les règles risquent d'arriver à l'improviste. Et ce qui va se passer donc, c'est que elle risque de saigner, alors que c'est pas le moment elle continue de prendre sa plaquette, elle risque de saigner quand même. À quel moment elle risque de saigner? Alors ça dépend. Si c'est une femme qui d'habitude, lorsqu'elle prend son dernier cachet, elle va au bout de 3 jours, alors il y a un risque, comme elle a arrêté sa pilule, enfin elle a oublié une pilule, qu'elle va voir au bout de 3 jours. Donc le 3e jour, là, il faudra éviter d'avoir un rapport, parce que c'est le jour qui correspond plus ou moins à la chute des hormones, et donc elle risque d'avoir ces règles. Avant les 3 jours, il n'y a pas d'interdit réel. Donc ça c'est plus ou moins pour une femme qui prend la pilule. Maintenant, si on parle de pilule, il faut parler de contraception. Donc je vous ai dit qu'on allait un jour parler de la contraception. Donc la contraception dans le judaïsme est quelque chose qui est, dans certains cas, obligatoire, dans d'autres cas, c'est toléré, dans certains cas, on ne permet pas. Donc, c'est pas comme chez les chrétiens où c'est strictement interdit. Chez nous, dans certains cas, c'est même obligatoire. Alors, quels sont les paramètres qui vont permettre ou pas permettre ou obliger la femme à prendre un contraceptif? C'est une question qu'il faut poser à un rave après avoir entendu l'avis d'un médecin, s'il y a un problème médical, bien entendu. Et il y a toujours une question médicale parce qu'il faut savoir quelle moyen de contraception, mais il faut poser la question à un rave. Alors dans les poskim, lorsqu'on parle de cette question de contraception, on dit que c'est une question qui est réservée aux ziknei hora. Ziknei hora, c'est-à-dire aux vieux de la hora. À titre d'exemple, vous savez que mon grand maître Rav Wosner, il a aujourd'hui 90 ans. On peut pas le consulter pour des questions, même des questions sexuelles. Ils avaient une question vraiment de vie ou de mort. Même pour ça, on peut le consulter, mais il a des Rav Klein et aujourd'hui un Rav qui répond aussi à ce genre de questions. Donc il y a des rabbinim autour de lui qui sont là pour répondre même à des questions très très graves. On peut le consulter pour les questions de vie ou de mort, mais malgré tout, pour les questions de contraception, Rav Wosner reçoit en personne. Parce que c'est une question qui est une question grave, et donc il faut la sagesse d'un très grand Rav. Alors, je sais qu'aujourd'hui la contraception c'est quelque chose qui est devenu banal au niveau de la vie courante. Au niveau de la halakha, c'est pas quelque chose de banal, parce que la contraception c'est pas seulement une question médicale, hein, c'est une question qui implique des paramètres médicaux, des paramètres de halakha bien entendu, et très souvent il faut une appréciation à long terme de ce qui se passe dans un couple, et donc il faut une sagesse pour résoudre des questions parfois qui sont des questions graves. Je vous donne un exemple concret. On nous appelle à 3 heures du matin de l'hôpital. Il y a une femme qui est sur une table d'opération pour une césarienne. Le médecin nous dit, voilà, écoutez, je vois qu'il y a beaucoup d'adhérence, je fais la ligature des trompes. C'est une question qui est très grave. C'est définitif, non? Oh, docteur Toby, fantastique. Docteur Toby dit que ça reste définitif. Alors c'est très bien que vous le dites en tant que médecin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que certains médecins vont dire que c'est réversible. Alors en théorie c'est vrai. Donc, concrètement, après une ligature des trompes, les canaux sont atrophiés, il peut plus avoir procréation normale. Et donc, prendre une décision comme ça, à la va-vite, à 3 heures du matin, lorsque le chirurgien, c'est parfois un jeune stagiaire, enfin un jeune médecin débutant, qui a pas assez de recul, et que c'est une décision qui est irréversible, c'est très grave. Alors, c'est un exemple, mais très souvent on nous consulte, lorsque, pas seulement on nous appelle une salle d'opération, mais il y a un problème grave au niveau d'un couple, la femme a un problème médical réel. Et donc le médecin il préconise la ligature des trompes. Pourquoi? Parce que c'est le grand confort. Il n'y a pas de pilule à prendre tous les jours, il n'y a pas essentiellement du stérilet, c'est 100% efficace.
c'est le calme plat après. Alors, et je parle du cas où il y a un problème objectif. Je ne parle pas pour une solution de confort, je parle du cas où il y a un problème médical objectif. Donc, alors, le médecin, très souvent, bon, d'abord, dans certains pays, c'est illégal, la légalité de trompe est illégale, sauf pour vraiment des cas très, très rarissimes. Et malgré tout, dans ces pays, les médecins, avec un dessous de table, pratiquent cette ligature des trompes. Même lorsque ça peut, au niveau législatif, c'est permis, il faut savoir qu'au niveau de la halakha, le Rav, au-delà de la halakha, si vous voulez, parce qu'il y a une question de la halakha, dans certains cas, on permet aussi la ligature des trompes, mais au-delà de la halakha, il y a une question de sagesse, hein, d'apprécier à le long terme. C'est quoi un gadol? J'ai une fois entendu Rabbi Yaakov Galinsky, c'était lors du SP de l'horizon funèbre du sniper de Rabbi Yaakov Galinsky, il explique c'est quoi un gadol. Il y a un point au loin qu'on essaye de voir. Après, personne fait des efforts pour voir, il n'arrive pas à voir. Il appelle son copain, dis-moi, Moshe, tu vois ce qui se passe là-bas? Il prend ses lunettes, il les approche, il n'arrive pas à voir. Une troisième personne, tu le vois? Non. Une quatrième, une cinquième, une sixième. 10, 20, 100, 1000, 10 000, 100 000 personnes essayent de voir, ils n'arrivent pas à voir. Arrive un vieux monsieur, squelettique, une longue barbe, il est vieux. Oh, putain, moi je peux vous dire ce qu'il y a là-bas. Et il vous dit ce qu'il y a là-bas, et après on voit qu'il a raison. Les Gdolei Israël, c'est les gens qui voient à long terme. C'est pas de la nevoie, c'est pas la prophétie, c'est la Chormat Torah. La Torah, et à haute dose, après des dizaines d'années d'études, ça donne une Chorma, une sagesse. Donc lorsqu'il y a une question comme ça, on consulte un grand Rav. Pourquoi? Parce que un couple, la femme elle a 32 ans, elle a déjà 2-3 enfants, et il y a un problème, et pratiquer la ligature des trompes à 32 ans, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que dans certains cas, Hashem Yishmor Yirachem, il peut y avoir un veuvage, il peut y avoir un divorce, il peut y avoir un des enfants qui malheureusement disparaît, et on veut un autre enfant, on se remarie, on veut un enfant, et c'est trop tard, on peut plus faire marche arrière. Alors, une fois que ça a été fait, khalas, c'est fini. Donc c'est pour ça que il faut la sagesse d'un Rav. Autre raison, vous savez, la contraception, il n'y a pas de moyen de contraception idéal. Ça n'existe pas. Chaque moyen de contraception a ses avantages et ses inconvénients. D'abord, que les choses soient très claires. Lorsqu'il s'agit de contraception, la seule contraception qui est permise, c'est une contraception féminine. La contraception masculine, donc, le préservatif ou le retrait est strictement interdit. On l'a vu il y a 2 semaines dans la parcha, dans la parcha, on a vu que les 2 princes, les 2 fils de Yehuda, Er et Onan, sont morts sur le coup à 20 ans. Tous les 2, ils ont fait un infarctus, et ils sont morts. C'était pas une coïncidence. La Torah nous dit pourquoi ils sont morts. Parce que ils pratiquaient le retrait. L'aîné voulait pas que sa femme tombe enceinte, parce que il allait perdre son aspect svelte et sa ligne de 18 ans, et donc, et même chose, enfin, le deuxième aussi, il pratiquait le retrait. Le préservatif et le retrait, c'est la même chose. Donc, il y a une perte de sperme, ce qui est très grave. Donc, lorsqu'il y a contraception, c'est une contraception féminine qui peut être permise. Laquelle, alors, je vais pas rentrer maintenant je vais pas vous faire un cours de pharmacologie ou de contraception, ce serait fastidieux. Il y a une opération médicale masculine aussi qui existe, réversible. Oui. Encore une fois, la contraception, lorsqu'il s'agit de contraception, c'est une contraception féminine. Non, je suis très clair. Lorsqu'il y a contraception, c'est une contraception féminine. Hein. Quels sont les moyens de contraception? On a déjà vu que le stérilet pose problème parce qu'il fait saigner. Le sang qui prend du stérilet, un sang qui rend la femme nida. Donc, lorsqu'il s'agit de contraception, il s'agit d'une contraception féminine. L'idéal, lorsque c'est autorisé, c'est la pilule. La pilule, elle est efficace. Ensuite, lorsque c'est pris à l'heure, il y a peu de retombées au niveau de nida. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut les conseils d'un Rav? Il y a d'autres raisons. Les rabbins ont un certain recul. On a très souvent des nouveaux moyens de contraception qui sont mis sur le marché. Et c'est chaque fois, vous savez, c'est annoncé dans un congrès médical avec... c'est la découverte du siècle. Il y a à peu près 15 ans,
il y a un congrès médical, donc c'est un des médecins qui était présent à ce congrès qui m'a raconté l'histoire. On a annoncé la découverte du siècle, le moyen de contraception idéal. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'une piqûre avec une dose de progestérone qui dure 3 mois. Fantastique, parce que il n'y a plus de risque d'oubli de la pilule, c'est pas un stérile à poser avec tous les inconvénients. Une fois tous les 3 mois, on prend une piqûre, et après c'est le calme plat. Alors, ce médecin m'a raconté que ceux qui ont présenté cette innovation, c'était des hommes. Et dans la salle, il y a eu un moment où il y a eu du balagan, un brouhaha. Pourquoi est-ce que les médecins qui ont présenté ça, ils ont dit, c'était des goïms. Elle peut saigner un petit peu, mais c'est pas grave. Alors les gynécologues femmes non juives ont commencé à pousser des hauts cris, mais pourquoi vous dites que c'est pas grave? Ça nous dérange en tant que femmes. Alors, cette innovation magnifique, aujourd'hui, est réservée aux retardés mentaux, donc aux femmes qui ne peuvent pas gérer elles-mêmes la contraception. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'une fois que cette dose d'hormones peut faire saigner, et si ça fait saigner, ça peut faire saigner pendant 3 mois, et on peut pas faire marche arrière. On va marcher parce qu'une fois que c'est dans le sang, ça y est. Pendant 3 mois, cette femme risque de saigner. Et donc aujourd'hui, c'est seulement réservé aux femmes qui n'arrivent pas à gérer elles-mêmes la contraception. Voilà, donc ça c'est un exemple. Nous les rabbinim, on a, si vous voulez, on a du vécu, on a du feedback des femmes, on a un contact avec les médecins, on travaille beaucoup avec les médecins, donc très souvent, une des raisons pour lesquelles il faut consulter le Rav, c'est parce que les retombées d'un contraceptif sont pas seulement des retombées médicales dans le sens strict du terme, ça peut avoir des retombées diverses au niveau du couple, au niveau de Nida, et d'autres retombées. Donc, c'est pourquoi il faut absolument consulter un Rav lorsqu'il est question de contraception. J'aimerais dire oui. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui prenaient des pilules continues. Oui. C'est quoi? Ils ont jamais les règles? Oui. Mais ça ne peut pas, parce qu'il faut, la femme, elle doit séparer de son mari. Si elle a ses règles, si elle n'a pas ses règles, elle n'a pas besoin de séparer de son mari. Il n'y a pas une obligation à ce qu'une femme ait ses règles. Si elle peut avec un mois. Non. Une des raisons que la Shabbat a créé ce système, c'est justement pour rien. Vous avez raison. C'est une des raisons. Mais si cette femme, elle a pas une obligation de provoquer ses règles. Il y a des femmes qui, en dehors de la contraception, ne peuvent pas avoir de règles sans prendre certains médicaments. Et elles n'ont pas besoin de prendre ces médicaments pour provoquer leurs règles. Le système qui a été créé de la Kadosh Baruch Hu, c'est avoir ces règles pour avoir ce cycle de si vous voulez, briser la monotonie, mais c'est pas obligatoire. Si une femme n'a pas ses règles, elle n'a pas ses règles. Voilà. Alors, j'aimerais vous raconter une histoire, parce que, si vous voulez, la contraception, c'est avant tout une question d'émouna. On a trop de, vous savez, il y a 2 semaines après, il y a un couple qui m'a téléphoné de Tel Aviv, c'est des étudiants. Et le mari me dit, écoutez, voilà, on s'est mariés, mais on voudrait pas une grossesse maintenant parce que ma femme, enceinte avec le stress des examens, c'est pas évident. Alors j'ai expliqué, mais une fois qu'elle va terminer ses études, vous savez, trouver un poste, c'est pas évident. On va lui proposer un poste. Elle va dire, écoute, au début, comme ça, on me propose un poste, maintenant je vais être enceinte. C'est encore pire, on va mettre, vous savez, les patrons, ils aiment pas tellement les femmes enceintes, et il va me mettre à la porte. Bon, on va attendre un petit peu, puis après, elle aura une promotion, puis après, ça va être la carrière. Donc, et quand est-ce qu'elle va voir elle va penser à un enfant lorsqu'elle sera à la retraite, c'est vite un peu trop tard. Donc, concrètement, il faut savoir que avoir un enfant, hein, ça se fait à 3. Hein, il y a un 3e associé, et cet associé, lorsqu'on lui ferme la porte, hein, on lui refuse l'accès, lorsqu'on décide finalement de lui ouvrir la porte, très souvent, il est parti, ça y est. Donc, la contraception, c'est avant tout une question d'émouna. Il faut croire en Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a quelques années, une femme elle consultait le Stipler. Alors, il dit, écoutez, voilà, monsieur le rabbin, moi j'ai 2 enfants, hein, à la limite, je suis prêt à adopter un petit chat, mais les enfants, ça me suffit. Parce que, alors, ça peut expliquer, vous savez, madame, la parnassa, combien d'argent on va gagner, les réjouissances et les soucis, tout ça, c'est décrété à Rosh Hashanah. En début d'année, Dieu décrète ce qui va se passer dans l'année qui va venir. Alors, c'est quoi les soucis qu'on peut avoir? Les soucis qu'on peut avoir, c'est le directeur de l'agence bancaire qui vous a téléphoné et vous dit, écoutez, votre découvert, ça suffit, moi j'arrête de payer vos chèques à découvert, et vous savez que vous devez payer l'eau, l'électricité et le téléphone, et qu'on risque de vous couper tout ça, et vous n'avez pas à nous prendre l'argent.
Hein, vous vous réveillez à 3 heures du matin parce que vous n'arrivez pas à dormir avec ces soucis. C'est une tzara, c'est un souci. Il y en a qui se réveillent à 3 heures du matin parce que le voisin d'en haut, du dessus, lui, il aime la musique jamaïcaine, et il a une super chaîne stéréo avec des baffes qui font chacun 200 watts, et lui, il aime ça à 3 heures du matin quand le soleil est au zénith à la Jamaïque. En plus, lorsqu'il met la musique, il danse avec ses sabots, et ses survotes sont à coucher. Alors, ce genre de voisin est utile, vous savez, les coups de balai pour le faire taire, c'est dangereux parce que vous risquez de vous retrouver avec le balai en pleine figure. Donc, à 3 heures du matin, lorsqu'il y a la chaîne stéréo qui marche à plein tube, vous voulez dormir, vous n'arrivez pas à dormir, c'est aussi un souci. Il y a des couples, ils se disputent jusqu'à 3 heures du matin. Ils se chamaillent, etc. C'est aussi un souci. Il y a des couples où à 3 heures du matin, on est fatigué, et le bébé, il pleure. Il pleure, et le conjoint, il n'entend rien du tout, il dort. Il faut se lever, on n'a pas la force. C'est aussi un souci. Hein, c'est aussi un désagrément, c'est aussi une petite tzara. On n'a pas la force, et il faut se lever, il ne ferait pas un biberon, c'est pas facile. Et c'est pas à dire à cette femme, vous savez, il y a une différence en toutes ces tsarotes. C'est lorsque le gosse se rendort, le bébé se rendort, il y a un petit sourire sur ses lèvres. Les autres tsarotes, lorsqu'on arrive à s'endormir, il n'y a pas de sourire sur les lèvres. Le bébé il s'endort, il a un sourire sur ses lèvres. Il n'y a plus de souci, le souci a disparu. Voilà. Vous savez, les xérotes, les décisions divines, il n'y a pas moyen d'échapper. Il y avait un monsieur très riche. Il a décidé, moi j'ai pas peur de Dieu. Mon argent, j'en place une partie aux Bahamas, une partie à Monaco, une partie au Luxembourg, une partie à Genève. Si jamais je fais faillite là-bas, j'ai pas de souci, il m'en reste autre part. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadesh Baruch Hu? Il lui a pas pris l'argent, il a pris lui. Voilà, on peut pas échapper aux décisions divines. Il faut savoir que la contraception, c'est une question d'émouna. Les enfants, c'est une bracha, mais ça demande d'avoir une émouna en Kadesh Baruch Hu. Voilà, donc on n'a pas eu le temps de parler d'intimité, on le fera la semaine prochaine. Voilà, donc